Là, c'est un rendez-vous que j'ai eu avec le ministère des Affaires étrangères. Donc un gars qui n'est reconnu par personne au monde. Donc un ministère qui ne sert à rien, en fait, quelque part. C'est ubuesque. Mais les gens font le théâtre toute la journée. C'est ce qu'on fait. Nous sommes des acteurs. Le ministère occupe le second étage d'un bâtiment qui donne sur une rue calme. Le décor du bureau de son ministre, Sergei Chamba, est typiquement post-soviétique. Un large bureau de travail trône au centre de la pièce. À sa droite s'alignent 8 téléphones de couleurs différentes sur une petite table en bois, certains sans cadran. À chaque fois, je ne comprenais pas. C'était quoi ces téléphones sans cadran? En contrebas, une table où viennent s'asseoir ses interlocuteurs. Donc on s'assoit devant lui. Le téléviseur est allumé à toute heure de la journée, bien sûr, et une ampoule nue pend du plafond. Le visage de Sergei Chamba est rond, les yeux un peu rieurs, et sa voix posée, celle d'un homme habitué à être écouté. Je suis là pour l'écouter. Ancien universitaire, il a écrit une thèse sur la numismatique ancienne qu'il a soutenue à l'université de Tbilissi. La question évidente, comment un docteur en numismatique devient-il dirigeant séparatiste? Parce que j'ai été élevé dans la tradition, me dit-il, parce que je parlais la langue apraz, parce que cette idée était tenue comme sacrée dans ma famille, parce que j'étais prêt à tout. Chamba dit avoir été bercé dans le nationalisme par son père et son grand frère, tous deux de célèbres indépendantistes. La lutte, me dit-il, se transmettait de génération en génération comme une tradition, comme l'évangile. Dès son retour d'université, il devient un des dirigeants. Comme pour des révolutionnaires du XIXe siècle, le nationalisme de Chamba est imprégné de la notion de sacré. Chaque apraz, dit-il, sait que l'Aprasie se trouve sous la protection d'une puissance supérieure. Ce pays contient 7 lieux mystiques. Nous avons aussi un code moral que nous appelons l'Apswara, qui nous apprend que cette terre nous fut donnée par une force supérieure et que nous devons tout faire pour la défendre. Son nationalisme est une sorte de religion séculaire pour la défense d'une ethnie et d'une terre. La formation d'un État indépendant est vécue comme la sacralisation historique du peuple apraz. Pour Chamba, la peur est une force motrice. La peur que son peuple disparaisse, la peur que sa culture ne se perde à jamais. Il a raison. De ces peurs est né un cycle récurrent de mobilisation. L'attaque géorgienne du 14 août 1992, qui devait écraser le séparatisme apraz, produit l'effet contraire, apportant à la fois les circonstances et le dynamisme nécessaires à la naissance d'un État indépendant. Donc voilà mon premier aperçu officiel de l'État séparatiste. Le discours de Chamba est ordonné, il est clair. L'État, c'est la liberté. C'est une tradition familiale, c'est une terre sacrée. L'État a écouté le ministre numismate. L'histoire doit se lire à l'envers. Elle part du présent vers le passé pour chercher les repères qui justifient l'actuel état de fait et pour écarter toute autre histoire alternative. De cette lecture de l'histoire, l'État apraz existait au 8e siècle et n'a jamais disparu, en fait. À la fin de son entretien, Chamba se lève et me tend d'un air un peu solennel une collection de timbres. Un cadeau. Sur chacun d'eux figure le portrait d'un héros du Panthéon apraz. Des figures d'écrivains, d'historiens, de dirigeants politiques. Et la dernière, un peu plus inattendue, le portrait d'un chien. Je le remercie. Et sans réfléchir, vraiment, je lui demande si je peux m'en servir. Vous en servir, me dit-il. Mais pourquoi? Pour envoyer une lettre à la poste. Ah non. Vous ne voulez pas que je m'en serve? Non, non, non. C'est que nous n'avons pas de poste. Nous ne l'avons pas encore établi. Et dans son regard, à ce moment-là, passe l'ombre d'une idée. Un sentiment qui disparaît aussitôt. Un sentiment de faiblesse de l'État apraz qui, au regard du monde, n'en est pas un sentiment de l'absurdité d'être un ministre des Affaires étrangères dans un pays qui n'en a pas, officiellement, car il n'existe pas. Un sentiment aussi de peur que je vois. Peur que l'Aprasie ne disparaisse demain, peur d'une nouvelle attaque géorgienne et que le monde détourne le regard. L'Aprasie vit suspendue entre la dernière et la prochaine guerre, captive de l'entre-deux, qu'il condamne à vivre sans horizon, fixée dans un présent éternel. L'avenir ne peut pas vraiment prendre racine, et le passé n'est jamais vraiment révolu. Et c'est ça que j'ai vu dans ses yeux. Ce purgatoire lie l'Aprasie à la peur comme l'étreinte d'un mourant. Les Aprazes invoquent le droit à l'autodétermination, à la justice, mais ils savent que dans l'état actuel du monde, la Géorgie est donnée raison. La Géorgie sera toujours l'héritier, l'Aprasie à jamais le bâtard. Plus j'écoutais les officiels séparatistes pour cerner leur vision de l'État, plus je me rendais à l'évidence que l'État
Ce n'est pas la somme de ces dirigeants. Leur discours n'est qu'un amalgame d'idées reçues, leur vision de l'histoire trop plate, trop cohérente. Très vite, le récit officiel m'est apparu comme une sorte de muraille pour revêtir une façade composée de mots d'ordre, d'images, de sentiments, pour revêtir de sens une réalité anarchique et pour éloigner la peur. Et très vite, j'ai compris que ce qui m'intéressait, ce n'était pas cette muraille, mais ce qu'elle protégeait, ce qu'elle cachait.